Une des choses que je trouve difficile à l'heure actuelle quand on fait du transfert de connaissances, c'est plus un sujet est complexe et qu'on prend dans l'algorithme des multiples variables, plus il est difficile de prédire ce qui va se passer, plus c'est difficile pour l'expert de faire une sélection. Or, la sélection, elle se fait, et elle se fait à partir de modèles qui, eux, ne sont pas scientifiques. Et Pierre Fortin a une explication magnifique là-dessus comme économiste. Il dit on travaille avec des données probantes, mais on prend ces données empiriques qui, par ailleurs, ont souvent besoin d'être critiquées. C'est pas parce que c'est un chiffre que c'est valide. Et de là, on fait une sélection à partir d'un modèle qui, lui, est une définition du bien et du mal, une définition d'un modèle social qui peut être, par exemple, libertarien en économie, où on peut penser qu'un idéal socialiste avec des droits égaux pour tout le monde est ce vers quoi il faut tendre. Et à ce moment-là, plus une situation est complexe, plus c'est difficile de prédire parce qu'on ne sait pas comment les trajectoires vont évoluer, quels vont être les facteurs qui vont être mis en cause. On a des experts qui ont beaucoup de difficultés à communiquer les limites de leur expertise. Présentement, les médias font leur chou gras des psychiatres qui se contredisent en cours. Et comme psychologue, je vois ça sans arrêt. Dans notre propre travail, on travaille sur de la prédiction de comportement, puis on est obligé de dire on n'est pas bon pour prédire le comportement. Ça, c'est l'essentiel de ma contribution comme chercheur. On n'est pas bon pour... C'est très déprimant. C'est honnête, en tout cas. Mais donc, et ça pose une question centrale dans notre champ. Est-ce que l'expertise est soluble dans l'argent? Parce qu'on sait fort bien que l'avocat de la défense a appelé 4-5 personnes et quand l'expert a dit ce qu'il voulait entendre, il l'a engagé. Et on a la même chose pour l'industrie du tabac. Je travaille en dépendance. On a cherché des experts qui étaient prêts à dire soit que la dépendance au tabac était inséparable de la molécule qui avait des effets neurobiologiques et qui créait de la dépendance et que donc la faute était du côté de l'industrie du tabac, ou au contraire, des gens qui ne croient pas, qui croient au libre arbitre, et il y a beaucoup de gens en psychologie qui croient au libre arbitre, ils ne sont pas fous, et qui croient qu'on choisit de fumer, et qu'on choisit la dépendance et que donc l'industrie du tabac n'est pas responsable. Et on a ce jeu-là constant dans lequel les modèles auxquels l'expert adhère viennent moduler les données probantes. Et c'est extrêmement difficile. Dans les changements climatiques, vous êtes là-dedans tout le temps. Et c'est probablement ce que je trouve de plus difficile. Et je voudrais conclure sur... Je suis la présidente d'Éducalcool et donc, on a pris la décision, à partir de données probantes, sur quelles étaient la consommation à faible risque d'alcool. On a décidé de passer d'un message qualitatif qui est la modération à bien meilleur goût, qui était reconnu par 95% des Québécois, à un message quantitatif, 2, 3, 4, 0. Mais en faisant ça, il y a 15% de la population qui ne boit pas. Puis parmi les 15% qui ne boivent pas, il y en a 5% qui sont alcooliques et qu'il ne faudrait pas qu'ils boivent. Et là, on a pris la décision de faire ce message qui était fondé sur des bonnes données, mais qui dit également que les personnes qui prennent de la médication psychotrope, par exemple des antidépresseurs, puis ils sont 9% au Québec, ne devraient pas boire, que bien sûr, les femmes qui souhaitent être enceintes ne devraient pas boire, qu'il y a d'autres gens qui, pour des raisons religieuses, ne boivent pas. Donc, en faisant cette campagne que je trouve par ailleurs excellente, on heurte un certain nombre de personnes. Et là, ça, c'est tous les choix de transfert de connaissances. Quand tu fais du transfert de connaissances, ça s'applique à un certain nombre de personnes, à d'autres pas.
Et tu n'as pas toujours le temps, les outils, les moyens de t'expliquer avec le public. Et donc, quand on a lancé la campagne, on a eu un certain nombre de plaintes. Et en privé, il y a un certain nombre d'anciens buveurs abstinents qui trouvent cette campagne très difficile. Par ailleurs, quand on examine combien de personnes au Québec maintenant savent que les hommes et les femmes ne devraient pas boire pareil, qui ont à peu près des bonnes balises, c'est un très gros changement. Et là-dessus, on est les meilleurs au monde. Et pour terminer, ça pose tout le nœud fondamental et central que l'information, c'est pas tout dans la vie. Le Québécois a beau savoir que la femme devrait boire 2 consommations par jour par été, et puis d'arrêter une journée, je ne sais pas si l'information va changer le comportement. Et là, on est dans ce nœud central, que la diffusion des connaissances, c'est une chose, le changement social, le changement de comportement, c'est une toute autre chose. Et pour la consommation d'alcool, c'est pas trop pire. Mais quand on travaille avec les gouvernements où les enjeux économiques et politiques sont gigantesques, ils ont beau avoir la donnée probante, la bonne information, ça peut être extrêmement difficile. Et pour avoir été dans certaines commissions, à la fois au Forum sur la santé, je viens de finir un rapport pour le ministre des Finances, on remet un rapport et après ça, on va à l'Oratoire Saint-Joseph faire brûler des lampions pour espérer qu'il en fasse quelque chose. Je vous remercie de votre attention.